What's up les catchadis, c'est Jimbo et on est parti pour le Jimbonostic de Bad Blood 2024, le prochain grand événement de la WWE qui se tiendra ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche à minuit heure française. Et oui les catchadits, faudra être là bien plus tôt, ce sera pas à 2 h du matin. Un PAE qui fait son grand retour après 20 ans d'absence. Rappelez-vous les catchadits, c'était en 2004 que la WWE nous présentait pour la dernière fois Bad Blood. Et comme dernière édition, on avait un main event tout à fait zinzin. Parce qu'on avait un Hell in a Cell match opposant Shawn Michaels à Triple H. Et pour la première fois de son histoire, le main event de Bad Blood ne sera pas un Hell in a Cell, puisque ce sera le match par équipe qui va opposer Cody Rhodes et Roman Reigns à Solo Sikoa et Jacob Fatu. Même si personnellement, j'aurais tellement voulu voir CM Punk, Drew McIntyre dans Hell in a Cell en main event du show. Mais voilà, je garde quand même une petite sueur d'espoir pour voir ce match en main event. Un show qui est au format Triple H, bien évidemment, puisque nous avons que 5 matchs, même si je vous avoue, un 6ème match ne m'aurait pas dérangé. C'est pas moi, par exemple, Gunther contre Sami Zayn pour le titre World Heavyweight. Mais non, on aura ça la semaine prochaine à Raw. Je vous fais un petit Jimbonostic rapide de ce match, victoire de Gunther. Que tout laisse supposer qu'après avoir battu Sami Zayn, Gunther se lancera en feud contre Bron Breakker. Donc pour ceux qui étaient inquiets par rapport à Bron Breakker et à sa défaite contre Jey Uso, bah rassurez-vous, apparemment il va se diriger vers le titre World Heavyweight. Et parmi tous les shows qu'on a eu depuis WrestleMania au format Triple H, je vous avoue que je suis plutôt hypé pour ce Bad Blood 2024. Bon, hypé c'est un bien grand mot, parce que dans l'ensemble des matchs, il y en a 2 qui me hype énormément. Je pense que à mon avis c'est le cas pour tout le monde. Les 2 matchs en question, c'est le match par équipe et le match Hell in a Cell. Un match qui me hype moyennement, un match qui me déçoit énormément au vu de la feud et des possibilités qu'on pourrait avoir, et un match où je m'en fous littéralement. Voilà, vous connaissez mon avis, libre à vous de me dire le vôtre dans l'espace des commentaires. Et bien évidemment les catchadits, qui dit PAE, qui dit bien évidemment live réaction, et malheureusement les catchadits, je ne pourrai pas être présent. Voilà, comme du côté de Bashimberien, je vais encore rater Bad Blood. Mais cette fois-ci, c'est pas pour raison professionnelle, c'est pour raison personnelle. En effet, je suis invité à un anniversaire, je fête les 40 ans de ma belle-sœur et mon beau-frère, et ma présence est un petit peu obligatoire. Donc ce sera un peu mal vu de ma part de leur dire bah non, je peux pas venir parce qu'il y a du catch. Imaginez leur réaction ou encore celui de madame. Là, je crois qu'ils auraient envie de me tuer. C'est légitime en soi. Et il est donc tout à fait possible que la review de Bad Blood soit également modifiée en termes de planification. En effet, à la base, la review de Bad Blood devrait sortir ce dimanche. Mais il est tout à fait possible qu'il y ait des modifications et que la review de Bad Blood sorte lundi prochain. Voilà, je préfère mieux vous en parler maintenant, comme ça si vous voyez que la vidéo n'est pas sortie ce dimanche, vous savez pourquoi. Mais voilà les catchadits, je pense que j'ai assez parlé. Il est temps de venir sur le sujet qui vous a fait cliquer sur cette vidéo, le Jimbonostic de Bad Blood. Et comme tout Jimbonostic qui se respecte, on va commencer par le match qui me hype le moins. Et pour cette édition 2024 de Bad Blood, le match qui me hype le moins est le match qui va opposer Bayley à Nia Jax pour le titre de championne de la WWE. Parce que pourquoi ce match me hype le moins, dites-vous les catchadits? C'est parce que tout simplement la rivalité elle n'est pas du tout présente. On a Bayley qui a battu Naomi pour obtenir une nouvelle opportunité au titre de championne de Nia Jax. Après il est peut-être tout à fait possible que Naomi, suite à cette défaite, décide de trahir Bayley en intervenant dans le match et pourquoi pas faire un hit turn au passage. Ça pourrait être plutôt cool et ça pourrait lancer une nouvelle rivalité en dehors du titre de championne pour Bayley. Mais ça voilà, c'est qu'une petite théorie. Car dans la rivalité, les projecteurs ne sont même pas braqués sur Bayley et Nia Jax. Non, les projecteurs sont braqués sur Tiffany Stratton et Samaet. Car on a pu voir ces dernières semaines, il y a des tensions entre Nia Jax et Tiffany Stratton. Donc ça peut laisser supposer que Tiffany Stratton décide de trahir Nia Jax prochainement en utilisant Samaet sur elle. Donc est-ce que le cash-in va arriver du côté de Bad Blood? Moi j'ai envie de dire c'est tout à fait possible. Mais dans le cas où Tiffany Stratton n'utilise pas Samaet, c'est entièrement logique que Nia Jax remporte le combat. Sans déconner, Bayley qui redevient championne, c'est pas du tout une bonne idée. Bayley, son règne de championne était catastrophique. Tandis que là, avec Nia Jax, il y a quand même quelque chose à raconter autour d'elle et de Tiffany Stratton. Bon, après si Tiffany Stratton décide d'utiliser Samaet, pour moi, elle va réussir son cash-in avec succès et repartira de Bad Blood en tant que nouvelle championne. Comme ça, d'un côté, ça peut lancer quelque chose entre Tiffany Stratton et Nia Jax. Mais s'il n'y a pas de cash-in, vite
victoire logique de Nia Jax, avec pourquoi pas le retour de Charlotte Flair qui pourrait peut-être se positionner en tant que nouvelle challengeuse au titre de Nia Jax. Alors oui, je sais, Catch Addict, vous allez encore vous énerver, Charlotte Flair qui revient et qui a une nouvelle opportunité. Mais d'un côté, ça pourrait être assez rigolo de voir Charlotte Flair qui revient, qui bat Nia Jax et Charlotte Flair se prend un nouveau cash-in dans la gueule. Car il faut pas oublier, Catch Addict, Charlotte Flair détient quand même le record de cash-in subis. Elle en a subi 2 du côté du roster féminin. Tiffany Stratton qui cash-in sur Charlotte Flair et on part sur une de Charlotte Flair, Tiffany Stratton. Ça peut être une superbe rivalité et assez bénéfique pour Tiffany Stratton. Même si je vous avoue, ça me fait chier de faire revenir Charlotte Flair pour qu'elle récupère une ceinture. Elle en a déjà trop. Et on continue et Catch Addict avec le deuxième match qui me hype moins. Et ça me fait horriblement chier de mettre ce match dans cette deuxième position parce que tout simplement c'est un match qui a énormément de potentiel. Il s'agit du match qui va opposer Finn Balor à Damien Priest. Donc pourquoi ce match me hype pas vraiment? Parce qu'au niveau de la rivalité, je trouve que la WWE n'y est pas vraiment allé à fond. Pourtant, on avait de bonnes bases. Voir un Finn Balor qui décide de trahir Damien Priest, lui faisant perdre son titre de champion World Heavyweight, clairement il y avait matière à raconter entre ces deux-là. Surtout quand Finn Balor a justifié son acte en disant que depuis que Damien Priest est devenu champion du monde poids lourd, il a littéralement changé. Il voulait petit à petit prendre les commandes du Judgment Day, alors qu'au sein même du Judgment Day, il n'y a pas de leader. Donc voilà, il y avait vraiment matière à raconter dans cette rivalité. Sauf qu'au final, je trouve que la WWE a échoué dans cette construction de rivalité entre Damien Priest et Finn Balor. Parce que déjà, je pense que l'erreur principale était d'avoir fait gagner Damien Priest et Rhea Ripley à Bashimberien. Parce qu'on se doute bien que dans le match, il va y avoir des interventions du Judgment Day, que ce soit JD Madonna ou encore Carlito. Donc ce qui fait que Damien Priest, il va galérer, il va se retrouver en situation d'infériorité numérique. Mais voilà, Damien Priest, il est ultra over ces derniers temps, donc c'est pas impossible qu'il réussisse à gérer JD Madonna et Carlito. Alors que soyons sérieux 5 minutes et Catch Addict, Damien Priest n'a absolument pas besoin de cette victoire. Damien Priest, depuis qu'il a eu son règne de champion du monde poids lourd, il a montré aux yeux du public que c'était un main eventer. Sa place, il y a gagné et c'est un énorme respect pour lui. Mais de l'autre côté, Finn Balor, il a absolument besoin de cette victoire. Car n'oublions pas quelque chose d'important. Finn Balor a largement le potentiel d'être un main eventer. C'est juste que la WWE n'utilise pas son potentiel à 100%. Alors que grâce à cette victoire sur Damien Priest, on pourrait commencer à voir une libération de potentiel de Finn Balor, qui soit vraiment à sa place, à savoir en tant que main eventer et futur challenger au titre de Gunther. Bon, peut-être pas dans l'immédiat, mais qui apparaissent au moins sur la liste des prétendants au titre World Heavyweight. Damien Priest, clairement, il a sa place dans cette liste. Donc pas besoin de donner la victoire à Damien Priest. Bon, après, ok, la WWE peut peut-être essayer de protéger Damien Priest dans la défaite en le faisant perdre à cause des interventions répétées du Judgment Day, ce qui n'est pas tout à fait impossible. Mais dans ce cas-là, si vraiment Finn Balor remporte le match à cause d'une intervention du Judgment Day, dans ce cas, vous faites un nouveau match entre les deux. Avec pourquoi pas l'apparition du démon, ce serait plutôt cool. Mais voilà, peu importe le scénario qu'on pourrait voir entre ces deux-là, je ne vois pas d'autre scénario qui aboutit à la victoire de Finn Balor. Et il y en a vraiment besoin de cette victoire, donc WWE, ne faites pas les cons. Et on va continuer avec Judgment Day, mais cette fois-ci on va se diriger du côté féminin avec Liv Morgan qui défend de nouveau son titre Women's World contre Rhea Ripley. Mais cette fois-ci, il y a une stipulation qui a été rajoutée, car en effet, Dominic Mysterio pourra assister aux premières loges de ce match, suspendu au-dessus du ring, enfermé dans une cage à requins. Et ça, c'est une stipulation qu'on n'a pas vue depuis des années. Et je remercie Catch Addict qui me a fait rapper dans l'espace des commentaires, parce que le match que j'avais cité la dernière fois que j'avais parlé de ce match, c'était le match opposant Big Show à Big Cass avec Enzo Amore suspendu au-dessus du ring dans cette cage à requins, c'était en 2017. Mais un Catch Addict abonné à la chaîne m'a rappelé qu'il y a eu un match beaucoup plus récent. Et oui, c'était en 2018, c'était à Extreme qui opposait Carmella à Asuka pour le titre de championne de SmackDown. Et dans ce match-là, c'était l'homme sans menton, James Ellsworth, qui était suspendu au-dessus du ring, enfermé dans cette cage à requins. Putain, tellement ce match ne m'a même pas marqué, je m'en rappelais absolument pas. Je remercie le Catch Addict qui me l'a rappelé, et franchement, GG à toi. Sans déconner, ce match ne m'a absolument pas marqué. D'un côté, je pense que le match était catastrophique pour que je m'en rappelle pas. Je te tire ma casquette. Mais voilà, assez parlé, on va quand même parler du match.
Parce que certes, Dominic Mysterio y est enfermé, mais ça ne veut pas dire que les autres membres du Judgment Day ne peuvent pas intervenir. Mais personnellement, si je dois voir une intervention du Judgment Day, ce sera plus logique de les voir intervenir dans le match cité précédemment, à savoir le match entre Damien Priest et Finn Balor, plutôt que de les voir intervenir dans ce match en question, car la rivalité concerne uniquement Rhea Ripley, Dominic Mysterio et Liv Morgan. Donc s'il y a une intervention, je pense que ça viendra de Dominic Mysterio, parce que bon, sans déconner, il va pas rester bras croisés alors qu'il est suspendu au-dessus du ring, enfermé dans une cage. Il va bien évidemment tenter d'intervenir en transmettant, pourquoi pas, un point américain à Liv Morgan, ou encore tenter de sortir de la cage, ce n'est pas du tout impossible. Et là on va parler d'une théorie totalement folle, signée Jimbo Wrestling. Car si vous avez remarqué, il y a de ça 2 semaines, on a vu la silhouette d'une poupée dans un segment backstage concernant Dominic Mysterio et Liv Morgan. Une poupée qui ressemble un petit peu à la poupée Lily. Je pense que vous avez deviné, Catchadit. Il n'est pas tout à fait impossible de voir ma chouchou Alexa Bliss faire son retour du côté de Bad Blood. Un retour qui pourrait avancer vers la course au titre Women's World de Liv Morgan. Mais voilà, même si c'est une théorie qui me hype énormément, il y a peu de chances que cela arrive. Mais voilà, je garde quand même cet espoir dans un petit coin de ma tête. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, on va quand même parler sérieusement et on va parler du match. Et bah comme le cas de Damien Priest, Rhea Ripley n'a absolument pas besoin de venir à bout de Liv Morgan. Au contraire, Rhea Ripley n'a absolument pas besoin de la ceinture. Elle est ultra over à l'heure actuelle, donc pourquoi lui donner la ceinture? Car on risque d'avoir le même problème qu'on a eu quand elle était championne. À savoir, une Rhea Ripley beaucoup trop forte et le reste du roster qui a des kilomètres derrière elle. Alors que là, Liv Morgan est une parfaite championne. Elle doit continuer à régner sur le roster de Raw en tant que championne. Bon, après on se doute bien qu'il y aura peut-être une petite magouille histoire de protéger Rhea Ripley dans la défaite. Mais quoi qu'il en soit, je veux voir Liv Morgan venir à bout de Rhea Ripley et qu'après Rhea Ripley pourra se diriger sur une autre rivalité où on peut peut-être avoir une rivalité entre Liv Morgan et Rhea Ripley qui continue jusqu'au Survivor Series War Games. Voilà, Team Rhea Ripley contre Team Liv Morgan, pourquoi pas? Et maintenant les Catchadit, on va passer aux 2 matchs qui me hype le plus. Et là, sans déconner Catchadit, je vais faire une petite exception, car on va parler du match qui est présenté comme main event du show. Et d'ailleurs, j'en veux énormément à la WWE de mettre ce match en main event, car Cody Rhodes et Roman Reigns ont décidé de mettre leurs différents de côté afin d'affronter Solo Sikoa et Jacob Fatu. Bon, après je comprends un petit peu pourquoi la WWE a décidé de mettre ce match en main event. Voir Cody Rhodes et Roman Reigns qui nous ont hypé 2 des plus grands WrestleMania de ces 10 dernières années, faire équipe du jour au lendemain pour affronter un ennemi commun, je vous l'avoue, c'est pas banal. Et surtout, on peut pas parler de cette rivalité sans parler du segment incroyable qu'on a eu entre les deux. Voir Cody Rhodes demander à Roman Reigns que ce dernier lui donne sa parole de l'aider jusqu'au bout pour que Cody Rhodes aide également Roman Reigns, je vous l'avoue, c'était juste incroyable. Mais voilà, est-ce que ça veut dire que ça va vraiment arriver ? Est-ce que Cody Rhodes et Roman Reigns vont réussir à travailler ensemble pour venir à bout de Solo Sikoa et Jacob Fatu? Personnellement, je ne pense pas, parce qu'on a quand même certes les 2 plus grands catcheurs à l'heure actuelle à la WWE, mais on a surtout une guerre d'ego entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Donc il est tout à fait possible qu'au moment où Cody Rhodes et Roman Reigns ont l'avantage, des discords puissent arriver entre les deux, comme par exemple savoir qui doit faire retomber sur Solo Sikoa et Jacob Fatu. Et justement les Catchadit, parlons un petit peu d'Aberdeen, car on se doute bien, Aberdeen va intervenir. Je vois très mal Tama Tonga et Tanga Loa rester bras croisés alors que Solo Sikoa et Jacob Fatu sont en train de se faire démonter par Cody Rhodes et Roman Reigns. Parce que oui, je pense qu'on va avoir beaucoup de moments de domination de Cody Rhodes et Roman Reigns. Donc Aberdeen va intervenir dans ce combat, mais ce sera pas les seules interventions je pense. Car on va avoir des interventions du côté de Cody Rhodes et Roman Reigns. Je sais pas moi, par exemple Randy Orton ou encore Kevin Owens. Et c'est là où ça va être très intéressant les Catchadit. Car selon moi, je pense que ce sera le bon moment à Bad Blood 2024 pour voir Kevin Owens péter un câble et s'en prendre à Cody Rhodes et faisant ainsi un E-turn. Voilà, comme ça, au moins d'un côté, Cody Rhodes il sera éloigné d'Aberdeen. Il aura sa propre rivalité contre Kevin Owens, voire même avec Randy Orton si on décide de partir sur un match triple menace. Mais s'il y a intervention de Kevin Owens, il faut faire ça quand Cody Rhodes n'est pas l'homme égal. Comme ça, d'un côté, ça éloigne Cody Rhodes, certes, mais surtout ça laisse Roman Reigns tout seul contre Aberdeen.
Et là où ça va être plus intéressant, c'est qu'on peut avoir le scénario où Jacob Fatu démolit Roman Reigns et offre en pâture à Solo Sikoa. Comme ça, Solo Sikoa, avec cette victoire, il peut se vanter d'être le chef tribal. Et là vous allez me dire, mais pourquoi je vois Roman Reigns et Cody Rhodes perdre à Bad Blood? Bah la réponse elle est toute simple. Si tu veux que la rivalité entre Roman Reigns et la Bloodline continue, pourquoi tu veux faire gagner Roman Reigns dès le premier match? Ça ne sert strictement à rien. Comparons un petit peu l'histoire de la Bloodline à l'histoire de Star Wars par exemple. Quand vous voyez le héros perdre le premier combat, bah ça justifie un match revanche pour qu'au final le héros batte enfin le méchant. Et bah concernant Roman Reigns et la Bloodline, c'est exactement la même chose. Pourquoi faire gagner Roman Reigns dès le début? Bah ça sert à rien parce qu'on sait qu'au final Roman Reigns va gagner. C'est un petit peu ce qu'on a eu lors de la postologie Star Wars. Alors que si Roman Reigns perd du côté de Bad Blood, déjà il va constater que son alliance avec Cody Rhodes était un échec total. Et que la seule façon de venir à bout de son sang, bah c'est faire équipe avec son sang. Et je pense que vous avez deviné mon idée, Catchadit. Tout ça pourra justifier pendant les prochaines semaines un Roman Reigns qui tente désespérément de rassembler la Bloodline originelle. Commençant par Jimmy Uso, il va à Raw pour tenter de convaincre Jey Uso, et peut-être pourquoi pas convaincre également Sami Zayn. Comme ça, pour les Survivor Series War Games, on aura la Bloodline de Solo Sikoa contre la Bloodline de Roman Reigns. La nouvelle Bloodline contre la Bloodline originelle. Voilà comment doit se terminer le main event de Bad Blood. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et maintenant les Catchadits, on va passer au match qui malheureusement ne sera pas le main event du show. Mais pour moi, il faut absolument que ce match soit le main event du show. Je parle bien évidemment du Hell in a Cell match opposant Drew McIntyre à CM Punk. Parce que bordel, la rivalité est juste incroyable. Triple H a géré cette rivalité d'une main de maître. Car de base, on partait sur une rivalité plus ou moins banale entre CM Punk et Drew McIntyre. On avait un Drew McIntyre qui n'arrêtait pas de se payer la tête de CM Punk. Pour qu'au final, on augmente petit à petit le degré d'intensité entre les deux. Pour au final aller jusqu'en enfer pour finir cette rivalité entre ces deux-là. Parce que dans Hell in a Cell, ne vous attendez pas uniquement à du catch. Non, non, on va avoir une véritable destruction entre Drew McIntyre et CM Punk. Ces deux-là, ils sont passés au-dessus de la rivalité personnelle. Eux, ils veulent littéralement se tuer, ils veulent du sang en enfer. Donc pour moi, il faut qu'on aille ça. Faut qu'on ait une destruction entre CM Punk et Drew McIntyre. Il faut qu'on ait du sang entre les deux. Bon, vous pouvez dire, je suis fou, mais voilà, quand on est dans une rivalité comme ça, il faut littéralement se lâcher. Parce que si on n'a pas l'intensité que la WWE nous laisse espérer voir dans Hell in a Cell, clairement, on va crier au bullshit. Alors que clairement, cette rivalité, pour moi, c'est la rivalité des années 2024. Car je rappelle que cette rivalité est la seule rivalité de 2024 qui s'est déroulée sur une trilogie. Drew McIntyre a battu CM Punk à SummerSlam, CM Punk a pris sa revanche à Bashimberien, bah la belle, elle aura eu en enfer. Mais là c'est bien beau, je fais les éloges de ce match, mais il faut quand même parler de qui pourrait le remporter. Et bah je vous cache pas les Catchadits, selon moi les deux méritent de gagner. Que déjà du côté de CM Punk, il ne faut pas oublier que c'est sa première rivalité depuis son retour. Et surtout, au vu des rumeurs concernant du côté des Survivor Series War Games, à savoir le diriger vers la course au titre World Heavyweight de Gunther, bah c'est vrai que ce serait un petit peu con que CM Punk ne remporte pas la victoire contre Drew McIntyre. Mais d'un côté, mon cœur penche vers Drew McIntyre. Pour moi, il mérite largement de gagner le Hell in a Cell match et aussi la rivalité contre CM Punk. Parce que le pauvre, depuis des mois, il souffre à cause de CM Punk. On se souvient de toutes les opportunités qu'il a eues, qui ont été gâchées par CM Punk. Ou même encore son règne qui a été écourté à cause de CM Punk. Donc Drew McIntyre, il a besoin de cette victoire pour se relancer vers la course au titre World Heavyweight. Et surtout, Drew McIntyre, bah, c'est un très bon soldat de la WWE. Le mec, il a été à fond pour la WWE durant des années. Donc pour moi, c'est entièrement logique de récompenser avec une victoire contre CM Punk. Après, si la WWE veut absolument lancer CM Punk vers la course au titre World Heavyweight de Gunther, il y a un scénario qui est tout à fait possible. Je sais pas moi, organiser un tournoi où CM Punk est dedans mais pas Drew McIntyre. CM Punk remporte et devient challenger numéro 1 au titre World Heavyweight de Gunther, pour qu'au final Drew McIntyre, même s'il a battu CM Punk, bah il rage énormément parce que Punk il a une opportunité et pas lui. Bon après je sais, ça reste un scénario qui crache encore au visage de Drew McIntyre. Et si d'un côté la WWE veut absolument lancer CM Punk vers la course au titre de Gunther sans pour autant le faire gagner le Hell in a Cell, bah c'est ça le scénario que j'ai trouvé. Et puis même, est-ce qu'on peut parler de perdants dans le Hell in a Cell? Que sans déconner, si les deux catcheurs nous font le match de l'année,
pour moi, il n'y aura aucun perdant et 2 catcheurs gagneront dans le Hell in a Cell. Alors certes, sur papier, c'est un peu bizarre ce que je viens de dire, qu'officiellement, il y a un gagnant et un perdant. Mais si les deux nous font vraiment le Hell in a Cell match qu'on veut voir à Bad Blood, pour moi, il n'y aura pas de perdant, il y aura 2 gagnants. Mais voilà, pour moi, le pronostic, il est clair et net. Pour moi, Drew McIntyre doit ressortir des enfers en tant que vainqueur sur CM Punk. Il n'y a pas d'autre échappatoire possible. Et voilà les catch addicts, c'est tout pour le Jimbo Gnostic de Bad Blood 2024. Comme tout bon Jimbo Gnostic qui se respecte, je vous invite à me donner votre niveau de hype et vos pronostics dans l'espace des commentaires. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ne vous en faites pas, je suis assez curieux de connaître votre avis. Parce que comme on sait tous, ce catch n'est pas du tout l'objectif. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à porter votre GTS sur le bouton like et enchaîner avec un Claymore Kick sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça reste 2 excellents moyens de me soutenir. En parlant de prochaines vidéos, je vous donne rendez-vous soit ce dimanche ou lundi prochain pour la review de Bad Blood. Ça dépendra de mes disponibilités, mais je veux quand même faire la review du show. Et en parlant de prochaines grosses vidéos, je vous donne rendez-vous dès dimanche prochain. Et en parlant de prochaines grosses vidéos, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et oui, c'est vrai, je devais sortir une vidéo cette semaine, mais malheureusement, je manque de temps. Donc voilà, la semaine prochaine, en principe, je devrais avoir plus de temps, donc je pourrais enfin sortir cette vidéo. Que je vous avoue, ça fait quand même quoi 3 semaines que je suis censé faire cette vidéo. Mais voilà, j'essaye du mieux que je peux et on se retrouve dès Mais voilà, j'essaie de me débrouiller du mieux que je peux et dès la semaine prochaine, on continuera à parler des histoires les plus dingues du Catch Universe. Et en attendant, portez-vous bien et on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.